Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission C'est ton tabou, nouvelle formule. Cette émission traitera désormais de tous les sujets, notamment économiques, politiques, éducatifs, culturels, sociaux. Bref, tous les sujets seront donc traités dans cette nouvelle émission, nouvelle formule, c'est son tabou. Donc pour ce soir, eh bien, le thème, nous restons dans le cadre de l'éducation nationale avec cette rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, puisque selon la tutelle, cette rentrée a bel et bien lieu lundi prochain, c'est-à-dire le 31 octobre 2016. Donc le thème de ce soir, je le disais, est axé sur la rentrée scolaire. Quel apport des syndicats, mais également des parents pour cette rentrée scolaire 2016 au Gabon. Alors pour en parler ce soir, j'ai 4 invités sur ce plateau. D'abord, M. Fridolin Vemessa, qui est le secrétaire général du Sénat. Il est juste à ma gauche et de l'autre côté. Et à côté de lui, Mme Christine Ada Assoumou, membre du Bureau national du Sénat. Et à ma droite, nous avons M. Steve Davin Mugiama, qui est parent d'élève. Et juste à côté de lui, nous avons M. Brice Ndiengi, lui qui est membre de la société civile. Messieurs, Madame, merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous l'avez entendu, le thème de ce soir est axé sur la rentrée scolaire 2016-2017 au Gabon. Quel apport des syndicats et des parents? Alors, d'entrée de jeu, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, c'est vrai que les téléspectateurs pourront également faire des suggestions en appelant au 04 91 97 97 si vous êtes au Gabon, mais si vous êtes à l'étranger, vous pouvez toutefois d'abord former l'indicatif du Gabon en appelant au 00241 et tout de suite vous formez le numéro, comme je l'ai dit, 04 91 97 97. Voilà. Voilà, cela dit, la rentrée scolaire au Gabon, la date est prévue par le ministère de l'Éducation nationale, c'est le 31 octobre prochain, donc dès le lundi prochain. Alors, messieurs, madame, déjà, dans quel état d'esprit vous appréhendez cette rentrée scolaire 2016-2017? La question vous est posée. Bien, prenant la parole au nom du syndicat de l'éducation nationale, je voudrais d'abord remercier votre chaîne de télévision qui a bien fait l'honneur de nous inviter sur ce plateau. Bon, parler de la rentrée scolaire au Gabon, c'est toujours avec plaisir que notre syndicat aborde ces débats. Parce qu'avec la tutelle, nous voulons pratiquer une certaine concertation, un certain dialogue avant toute rentrée des classes. Mais cette rentrée des classes est toute particulière, parce que non seulement elle se tient dans un cadre politique délétère, mais elle se tient également dans des conditions que les enseignants déplorent. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, cette rentrée, cette préparation n'a pas été sereine, cette préparation n'a pas été effective jusqu'à hier, je peux vous le dire, parce qu'entre les bras, nous avions près de 30 000 élèves de 5e année qui n'avaient pas été orientés dans les établissements de la place, qui devaient accueillir ces enfants-là qui accèdent en classe de 6e. Bon, ça a été fait à la va-vite, et vous avez vu que certains établissements du primaire ont été transformés en CS, c'est dommage. On reviendra là-dessus, M. Vemessa, mais c'est déjà l'état d'esprit dans lequel vous vous appréhendez cette rentrée. Je vous donne notre état d'esprit. Tout ceci nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce qu'effectivement, il y aura rentrée des classes, vu que nos revendications ne sont pas toutes satisfaites? Vous êtes ignoré que le Sénat a suspendu sa grève le 30 janvier 2015 pour laisser le temps au gouvernement de trouver des solutions aux problèmes que nous avons posés au mois de décembre dernier. Donc nous attendons envisager la réaction de la rentrée des classes sera synonyme de la résolution des points que nous avons posés qui restent encore pendants. Messieurs, rebonsoir. Bonsoir. Alors, l'état d'esprit, vous qui êtes parents, quel est le vôtre en ce moment? Alors, tout d'abord, je veux m'acquitter d'un devoir, c'est vous remercier de nous donner la parole à nous les parents, parce que le plus souvent, dans certains cas de figure, lorsqu'il y a des négociations qui se font, quand je parle de négociations, c'est entre les deux partenaires,
entendez par là le gouvernement et les syndicats. Parfois, nous, parents d'élèves, on n'est pas souvent pris en considération en tant que tel, parce que chacun veut tirer sur l'autre à boulet de canon. Bon, c'est déjà louable de savoir que nous aurions la rentrée scolaire dans les prochains jours. Ça, nous pouvons déjà féliciter le gouvernement pour ça, et aussi remercier les syndicats qui ont fait montre d'un sens quand même de patriotisme, je vais dire jusque-là, pour admettre que la rentrée des classes se fasse dans les brefs délais. Donc voilà un peu un satisfecit de notre part partiel. En tant que parents. En tant que parents. Nous voulons que cette rentrée soit sereinement abordée et que l'année vraiment aille à terme dans les normes. Monsieur Ndiengue. Ben écoutez, je suis très heureux de participer à ce plateau avec en face de moi un grand frère, un homme dont l'action syndicale montre que c'est un homme raisonnable et qui donne tout son sens au terme partenaire social lorsqu'on le voit au premier plan des négociations en vue d'améliorer les conditions des travailleurs dans son secteur d'activité. Je suis très heureux d'être ici en tant que parent parce que je suis un parent de 3 enfants, reparti pour certains au public et pour d'autres au privé. Et j'espère que cette émission ne sera pas le lieu ne sera pas le lieu d'invective, mais plutôt se présentera comme une plateforme pour éclairer davantage les parents que nous sommes. C'est l'objectif, monsieur Ndiaye. Voilà, pour éclairer davantage les parents que nous sommes, qui nous regardent ce soir et qui, à chaque début d'année, sont inquiets de ce que est-ce que la rentrée se fera bel et bien. Nous sommes heureux d'avoir M. Vemessa sur ce plateau et j'espère qu'au sortir de ce programme, les cœurs seront plus ou moins apaisés. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que c'est sans tabou. Vous avez la possibilité d'appeler au numéro 04 91 97 97 puisque cette émission est donc en direct et vous avez entendu nos invités se sont exprimés sur leur état d'esprit par rapport à cette rentrée 2016-2017 au Gabon. Alors les parents mais également les élèves sont aujourd'hui dans la joie de reprendre le chemin de l'école après tous ces mois de vacances. Alors c'est nous dire un peu, vous en tant qu'invité, vous qui êtes présent, est-ce qu'on peut faire un état de lieu de cette école gabonaise? Bon, je ne suis pas très sûr encore que la rentrée aura lieu le 31, parce qu'il y a des interrogations, comme je l'ai dit d'emblée. Nous ne sommes pas, même si on discute avec le gouvernement, mais certains préalables ne sont pas encore satisfaits. Bon, il est bien dit que nous sommes tout ouverts de voir ensemble avec le gouvernement quelles sont les conditions qui peuvent objectivement pousser les enseignants à aller en classe le 31. Bon, pour cela, le Sénat va se prononcer le samedi 29 octobre 2016 à 11h à son siège à Paris au cours d'une assemblée générale où les enseignants, membres du Sénat et tous les enseignants du Gabon qui sont encore à Libreville viendront se prononcer quant à la reprise ou non des cours le lundi 31 comme souhaité par le gouvernement. Bon, il faut dire que les problèmes, il y en a toujours. Et les problèmes datent. C'est le problème que nous posons datent. Et nous prenons le temps qu'il faut pour éviter que le gouvernement ne soit asphyxié ou ne soit pris à la gorge. Je vous ai dit que l'année passée, nous avons suspendu notre mouvement de grève en janvier, le 30 janvier, pour faire passer l'examen, parce que c'était la demande des parents d'élèves, de faire en sorte que cette année se déroule tant bien que mal. Nous l'avons fait, nous avons accompli notre mission, mais il se trouve que, de l'autre côté, le gouvernement n'a pas rempli, n'a pas honoré à ses engagements. Parce que, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas honoré comme engagement? Le gouvernement s'était engagé à construire des structures d'accueil pour accueillir les enfants. Aucun établissement nouveau n'a vu le jour. Le gouvernement s'était engagé à organiser le concours d'entrée à l'ENS. Le concours avait déjà été planifié, programmé. Il devait se passer, je crois, le 25 juin dernier. Monsieur Vemessa, nous reviendrons un peu sur ces éventuelles doléances, revendications de votre part, mais nous suivons d'abord petit à petit cette première partie de l'émission quant à la rentrée scolaire. Nous reviendrons sur vos doléances tout à l'heure. La rentrée, vous savez, nous, les enseignants, vous savez, les enseignants ont des appréhensions. Le gouvernement veut qu'il y ait rentrée le 31, mais les enseignants veulent une contrepartie. C'est aussi le souhait des parents. Oui, c'est le souhait des parents, mais nous, on s'interroge.
on ne voit pas les parents monter au créneau lorsque les enfants sont gardés toutes les vacances sans orientation. Alors, vous voudrez dire aujourd'hui que pour l'école, pour la rentrée scolaire ou pour cette année scolaire, il n'y a pas un espoir pour les enfants gabonais? Non, on ne peut pas dire ça. Tout dépend du comportement du gouvernement. La balle est dans le camp du gouvernement aujourd'hui. La balle n'est plus dans le camp des partenaires sociaux que nous sommes ou des enseignants. La balle est dans le camp du gouvernement qui doit non seulement satisfaire aux besoins des élèves, parce qu'il faudrait que les élèves évoluent dans un cadre normal, attrayant. Aujourd'hui, les élèves sont entassés dans les classes. Ce n'est pas ce que les parents, ce que vous voulez qu'on parle. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Que vos enfants apprennent assis à même le sol? Je crois que non. Vous ne voulez pas que vos enfants apprennent dans des classes à effectif pléthorique, c'est-à-dire 150 élèves en moyenne, au lycée Emmanuel Yégué, comme exemple. Bon, vous ne voulez pas que vos enfants apprennent sans enseignants de mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, tous les collèges à Libreville, presque l'essentiel des collèges à Libreville, fonctionnent sans professeur de mathématiques. Est-ce que c'est dans ce cas-là que vous voulez que vos enfants apprennent? Monsieur Mvemessa, oui. Vous parlez, vous orientez justement vos questions vers les parents d'élèves. Je m'interroge. Est-ce que déjà il y a cette relation qui existe entre vous? Effectivement. Il y a cette relation déjà? Personnellement, au niveau de notre syndicat, nous essayons d'entraîner des relations de partenariat avec la FENAPEG et les autres associations des parents d'élèves. Je vous rappelle que l'année passée, au mois de décembre, nous avons réuni la FENAPEG et les autres associations des parents d'élèves de Libreville. Monsieur Mugama, pour essayer de trouver des solutions au problème de l'école gabonaise. Bon, cette année, avant la rentrée des classes, avant l'orientation, j'ai appelé moi-même le président de l'association des parents d'élèves, M. Mesui, pour lui tenir informé de la situation qui prévalait dans le secteur de l'éducation, notamment la non-orientation des élèves. Donc, je crois que nous avons interpellé les parents pour que les parents montent au créneau, qu'ils essayent de... Parce que les enseignants sont peut-être pas fatigués, mais ils se sentent abandonnés par les parents. Parce que les parents et les syndicats doivent conjuguer les efforts pour amener le gouvernement à faire mieux qu'il ne fasse aujourd'hui. Alors, M. Mugama, vous, quel parent d'élève? Voilà, justement, merci. J'ai juste quelque chose que je voudrais soulever quand même. Je ne veux pas vous cacher. M. Mugama, je suis un peu abasourdi. Abasourdi, pourquoi? Parce que je constate une chose. Lorsqu'on parle des parents d'élèves, qui est enseignant, qui est parent d'élèves? Nous tous, nous avons bel et bien un enfant dans ces écoles-là. Et nous sommes tous parents d'élèves. À partir de là, ce que moi, je demande souvent aux syndicats en tant que parents, je leur dis, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre enfant se lève le matin, d'accord? Il est là lorsqu'il regarde la télé, pour ne citer que cet exemple, il se rend compte qu'en Guinée équatoriale, pays voisin, au Cameroun, les cours ont démarré. Quand bien même, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, nous savons que les conditions d'enseignement et de formation ne sont pas aussi, je vais dire, aussi optimales que ça. D'accord? J'ai toujours clamé ceci. Je dis, nous sommes dans un principe, lorsqu'on parle de partenaires sociaux, nous sommes dans le principe de l'accord. Nous sommes dans le principe de... Nous ne sommes pas, je vais dire, ce n'est pas une lutte où il y a deux belligérants. D'accord? Nous sommes là pour parvenir au juste milieu. C'est vrai que le gouvernement a ses difficultés. C'est vrai que les enseignants posent des préalables, chose qui est tout à fait normale. D'accord? Parce qu'il ne faut pas se dédouaner de cela, il faut le strict minimum quand même pour travailler. Mais il ne va pas sans dire qu'on va garder l'école gabonaise prisonnière parce que X ou Y raison, et j'irai même plus loin. On se retrouve à un moment dans une situation où il y a des sensibilités extra-professionnelles qui s'installent. D'accord? Parce que nous avons des syndicats, oui, ça il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous avons des syndicats où une personne, elle est dans un syndicat, encore que M. Fridolin, moi je le félicite parce que je peux un peu attester de sa moralité. C'est un aîné, je l'ai beaucoup suivi. D'accord? Mais certaines personnes appartiennent aujourd'hui à certains bords, où ils mettent la priorité là-dessus en se disant, tiens, puisque dans le secteur, nous appartenons au syndicat, ça n'a pas marché, on va se servir de ceci comme moyen de pression. Et vous voyez qu'avec cet a priori-là, même lorsque ceux qui sont avec vous veulent négocier de façon équitable et objective, on ne peut pas aller loin. Mais nous, ça nous offusque, nous, parents d'élèves. Oui, justement, ça vous offusque. Mais est-ce que déjà ces rapports existent entre vous, entre les syndicalistes et vous? Évidemment. Est-ce qu'il y a des réunions? Évidemment, les syndicats ont souvent interpellé, comme l'a dit ici M. Fridolin, M. Mesui, ils en ont appelé. Souvent, le Sénat a appelé à des négociations. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Il n'y a pas deux Gabon.
il y a un seul Gabon. L'objectif, c'est que ces enfants-là soient des personnes bien formées. Moi, je suis souvent hurlu-berlu lorsque je constate que pendant des négociations, d'accord, certaines personnes sont radicales, alors que certaines personnes qui sont avec elles dans le syndicat leur demandent de mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est vrai que les syndicats vous diront, ben, nous on a mis beaucoup d'eau dans notre vin, mais que fait le gouvernement? Attention, le gouvernement ne dort pas sur ses oreillers. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que tous nous pensons à l'avenir de nos enfants. C'est ce qui nous importe. Oui, allez-y. Madame Ada, peut-être quelque chose à dire? Oui, je vais, à la suite de son propos, quand j'entends, nous voulons que les enfants soient bien formés. Mais justement, nous voulons que les enfants soient bien formés. Parce que là où nous voyons, en tant que syndicalistes, nous reconnaissons que nous sommes en même temps parents d'élèves et enseignants. Qui mieux pour demander, qui mieux pour exiger les meilleures conditions d'apprentissage pour nos enfants? Pour parvenir à la performance, il y a des conditions. On ne peut pas venir dire bien formé, parce que bien formé, ça s'accompagne avec beaucoup de choses. Voyez-vous, nous avons suivi des formations. Lorsque nous sommes en formation, dans les ENI, dans les CEFI, il y a des quotas là-bas. Il y a des choses qu'on nous dit, que lorsque vous arriverez sur le terrain, voilà l'effectif qu'il faut. Vous ne devez pas dépasser tel effectif. Au jour d'aujourd'hui, quand on arrive sur le terrain et on trouve que c'est tout le contraire, mais on doit se lever pour dire que non, ça là, ce que nous vivons là, ce n'est pas normal. Ce que nous voyons là, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Voilà, pour que l'enfant soit bien formé. Je vous prends un exemple. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Allez-y, ou si nous allons ensemble dans nos écoles là, de quartier là, vous allez voir le scénario que vous allez trouver là-bas. Dans des salles de classe, en pleine rentrée comme ça, on trouve de tout et de rien. Des vieux matelas, des gens qui viennent faire du n'importe quoi, les salles de classe cassées. Et du coup, quand on parle de démarrage, il faut demander aux petits-enfants de chercher à enlever, nettoyer toute cette merde-là. L'année dernière... À ce niveau, madame, c'est un problème de sécurisation des établissements scolaires. Voilà. Ça ne relève pas justement des parents d'élèves, ça peut être les badauds, justement, qui il existe des associations des parents d'élèves. Je prends un exemple. Parce que l'année dernière, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé ce que je viens de dire tout à l'heure. Les APE étaient déjà là en train de prendre de l'argent. Nous les avons même interpellés dans l'école où j'encadre pour dire accompagnez-nous, regardez la réalité. Justement parce que... Donc à la veille de la rentrée. Oui, oui. Mais Monsieur Brice Ndiengue, par rapport à tout ce que dit Madame Ada Assoumou, vous en tant que membre de la société civile? Ben écoutez, on entend beaucoup de choses, hein, à la fois de M. Mugama, parent d'élève, ou de Madame. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions auxquelles les parents n'ont pas de réponse. Pourquoi ce radicalisme des syndicats aujourd'hui? La question de l'éducation telle que l'a présentée M. Fridolin Vermessa est une question qui a toujours été mise à l'honneur lorsque nous nous approchons de la date fatidique de la rentrée de classe. C'est normal, c'est un cycle permanent, il suffit d'analyser ce processus, nous comprendrons que le système de grève répond à un cycle permanent. Il ne faut pas donner l'impression aussi d'être surpris de ce qu'à la veille de la rentrée, il y a un mouvement de grève. Ce qui compte aujourd'hui, ce que je répète, je le réitère, je suis fier d'être en face de M. Vermessa qui donne, à travers sa démarche syndicale, tout son sens au mot partenariat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le rapport des syndicats avec l'establishment, avec l'exécutif.
il ne s'agit pas d'un concours de popularité. Il ne s'agit pas de dire que M. Fridolin Vemessa et le Sénat, ils sont plus beaux, que le ministre et son administration. C'est d'abord un partenariat qui est créé entre les deux parties. Si on parle de partenariat, ça veut dire concession. Si on parle de partenariat, ça veut dire que chacun doit être capable de dépasser ses égos. Alors, si nous sommes dans cette dynamique, comment expliquer le radicalisme de l'heure? Comment expliquer le radicalisme de l'heure de certains syndicalistes? M. Mugama mettait en avant une question fondamentale sur laquelle nous, les parents, nous nous interrogeons. Moi, je vous disais que j'ai une sensibilité qui est partagée avec un grand nombre de Gabonais. J'ai 3 enfants partagés entre le public et le privé. Aujourd'hui, j'observe quel spectacle chez moi. Eh bien, vous en avez certains qui se lèvent le matin, ils vont à l'école, et puis il y a les autres qui glandent toute la journée. Voilà. Et ils sont là, ils se morfondent. Vous savez ce que ça fait à un parent qui s'apprête à aller le matin de regarder ses enfants? Les enfants se posent des questions, pourquoi on ne va pas à l'école? Vous mettez à la télévision, vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui vous dit qu'il fait des efforts. Vous avez des caméras qui vous montrent monsieur le ministre en train de travailler avec ses collaborateurs, passer des nuits blanches dans leur ministère alors qu'ils ont des familles. D'un autre côté, vous avez les mêmes caméras qui vous montrent les acteurs syndicaux en train de réfléchir à leur tour sur des probables possibilités de sortie de crise. Mais pourquoi ne sort-on pas de crise? Que se passe-t-il exactement? Je rappelle aux téléspectateurs que votre émission, c'est Sans Tabou, c'est une émission en direct. Alors nous voulons vos contributions, vos suggestions. Appelez au 04 91 97 97 et 97. Oui, M. Vemessa. Je vous en prie, cher aîné. Il a touché un point. Pourquoi ne sort-on pas des crises? Qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. En 2015-2016, nous avons pris justement la FENAPEG comme interface, lorsque nous avons négocié avec le gouvernement, comme étant un facilitateur, un témoin oculaire. Et nous avons mené des négociations avec notre ministre de tutelle. Nous sommes allés jusqu'à la primature. Le gouvernement s'est engagé à trouver des solutions aux problèmes posés par les enseignants à cette époque, c'est-à-dire 2015-2016, année scolaire 2015-2016. Nous avons pris la FENAPEG comme étant l'interface et comme une personne neutre dans ce bras de fer qui nous opposait avec le gouvernement. Alors, à l'arrivée, le gouvernement a essayé de résoudre les problèmes les plus faciles et laisser en marge les problèmes les plus récurrents et les plus importants. Vous savez que l'école gabonaise n'est pas créée aujourd'hui, ou bien n'est pas née d'aujourd'hui. Nous avons connu une certaine évolution. Vous avez connu les États généraux de 1983. Nous avons connu d'autres États généraux de 2010, que j'ai fait exprès d'amener un exemplaire des États généraux de 2010, c'est ça. Nous avons pondu un rapport avec des estimations chiffrées, budgétisées, calculées. Et nous avons mis un plan d'urgence en place de 3 ans. Mais imaginez-vous, madame, tout ce qui est contenu dedans n'a jamais été fait. Parce qu'on ne devait plus revenir sur les constructions scolaires. On ne devait plus revenir sur la formation des enseignants. On ne devait plus revenir sur l'équipement des établissements. Si on aurait appliqué ce que les États généraux avaient arrêté comme mesure. Bon, c'est pour dire qu'il y a comme s'il y a une certaine mauvaise foi. Bon, de la part des enseignants, comme le pensent les parents, oui, mais beaucoup plus du côté du gouvernement. Parce que lorsqu'on pose un problème et qu'on suspend le mouvement de grève, parce que nous l'avons suspendu en janvier, le 30 janvier 2016. Donc on a fait 9 mois. On a dit au gouvernement, bon, vous avez tout le temps de régler le problème. Et le gouvernement s'est engagé à construire des structures scolaires. Mais au résultat des courses, ce sont les établissements primaires qu'on transforme en CS. Parce qu'ils sont surpris d'avoir entre les bras 28 000 ou 30 000 enfants qui doivent aller en 6e. Voyez-vous? Mais où est-ce qu'ils vont trouver les enseignants? Parce qu'ils créent des établissements nouveaux. Mais ils ont formé combien d'enseignants? Madame? Donc, ça veut dire que votre enfant va évoluer sans professeur de français, sans professeur de mathématiques. Faites l'expérience, vous allez voir que quand vous allez aller signer le bulletin, vous allez dire mathématiques non classées, sciences physiques non classées. Parce qu'il n'y a pas de prof. Monsieur Vemessa, par rapport justement aux nouvelles mesures, le ministère de l'Éducation a mis en place quelques nouvelles mesures pour cette rentrée scolaire 2016-2017, notamment le double flux et également, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, les écoles primaires qui seront transformées en CES. C'est déjà pour désengorger certains établissements ou certaines classes. C'est une très mauvaise mesure. On voit l'improvisation, l'amateurisme.
je regarde les dans les yeux, c'est de l'amateurisme. Vous, en tant que syndicaliste, est-ce qu'il y a eu déjà des réunions, des rencontres, justement, pour on leur a dit, tout cela? On leur a dit que nous, on n'est pas d'accord avec cette mesure-là, qui ne règle pas de problème. Parce que j'ai suivi la réaction du ministère hier, ici, sur votre plateau. Mais c'était diversion. Vous ne pensez pas qu'il faut d'abord tester cette nouvelle formule? Mais il n'y a rien à tester. Nous avons arrêté les mesures. Celles-là, on doit appliquer, madame. Parce que les mesurettes, ça ne règle aucun problème. On ne fait qu'accentuer le problème. Parce que, imaginez, les établissements qu'ils ont transformés en CS, vous prenez les NES-A, mais les enfants du quartier derrière la prison et derrière l'école normale, et en face, derrière, vont aller apprendre où? Derrière l'université. Ils vont aller apprendre où? Ça veut dire qu'ils vont aller au boulevard, ça veut dire qu'ils vont aller surcharger d'autres établissements. Bon, ils pensent régler le problème dans un secteur, mais ils en créent dans un autre. En plus, le double flux, ça veut dire quoi le double flux? Un enfant de 10 ans qui habite Bikele, parce que les élèves sont orientés en désordre. Semble-t-il, cette année, il y a eu des mesures, de nouvelles dispositions pour permettre à un enfant d'être plus proche de son domicile. Madame, c'est faux. Ça, là, je le dis en regardant les responsables du ministère, c'est faux. C'est du mensonge. Parce que vous pouvez vérifier, les enfants de Sassa vont se retrouver à l'NSA. Les enfants de Vendo vont se retrouver à Tadamas. Personne n'a tenu compte, je dis je mets quiconque au défi de prouver que les enfants vont apprendre dans leur quartier. Je mets le ministère au défi. Quelque chose à dire, M. Diengui? Alors, moi, je constate que en enfance, j'ai l'impression, le sentiment, avec tout le respect que j'ai pour mon aîné, j'ai l'impression qu'on enfonce les portes ouvertes. C'est-à-dire que chaque année, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce discours, en tant que parent. Hein, j'ai l'impression, la question de nouvelles salles de classe, ça revient chaque année. Effectivement, on n'en a pas construit des masses. Oui. Mais que fait-on? Rien du tout, on n'a même pas construit un peu. On n'en a pas construit des masses, je vais être généreux. Depuis 2010. Je vais être généreux, on n'en a pas construit des masses. Mais que fait-on? Que fait-on de cette trentaine de mille d'enfants qui entrent dans le système cette année? On fait des garderies. On va caser tout le monde dans les garderies? Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, ce que je voudrais que vous nous proposiez, aujourd'hui, nous, en tant que parents, qu'est-ce que vous aurez suggéré? Moi, je dis aux parents, vraiment, il faut se mobiliser pour que l'État puisse mettre des moyens pour construire des établissements. On peut construire des établissements. Mais ça, la rentrée, c'est lundi. Mais ce n'est pas notre faute. On dit gouverner, c'est prévoir. Oui. Vous voyez, on fait comme si les parents ne regardent pas, ne suivent pas. Ou bien les parents n'essaient pas de nous aider. Parce qu'on dit ceci. Aujourd'hui, nous savons que la population scolaire augmente chaque année. Les enfants naissent, ils vont en première année, ils doivent continuer le processus normal de leur scolarité. Bon, l'État doit prévoir les constructions en conséquence et la formation. En quoi, aujourd'hui, on vous dit que l'État, depuis des années, ne forme plus d'enseignants? Il forme un seul professeur de mathématiques. Est-ce que c'est normal? L'État forme un seul professeur de mathématiques, un seul professeur de physique. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, l'État ne construit pas des tas de classes. Est-ce que c'est normal, parents d'élèves? Bon, qu'est-ce qu'on fait en tant que parents? Nous, on dit, nous avons été formés pour enseigner, pour encadrer un certain nombre d'élèves, un nombre déterminé d'élèves. Mais aujourd'hui, on nous amène à faire des garderies. Parce que le double flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mi-temps, ça veut dire la mi-temps. C'est-à-dire un groupe apprend le matin, un autre groupe apprend le soir. Dans quel pays on a vu ça? Ce n'est pas productif. Parce que non seulement le quota horaire ne sera pas respecté, mais le suivi, l'encadrement. Vous savez, aujourd'hui, les professeurs sont surchargés. Un professeur peut avoir 24 heures de cours et avoir combien de classes? 10 salles de classe ou 7 salles de classe. Mais ce n'est plus de l'enseignement. On fait de la garderie. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs font quoi? Ils corrigent les cahiers. Ils font des interrogations orales. Donc, l'élève n'est plus encadré de manière objective. Parce que pédagogiquement, quelle solution pensez-vous apporter par rapport à tout cela? Madame, si vous me permettez, juste une petite réaction. Oui, allez-y. Parce que c'est vrai, il est bien de nous faire étalage de toutes les défaillances de la part du gouvernement. C'est vrai, il est bien de nous faire ici la démonstration, je vais dire entre griffes, de l'absence de volonté du gouvernement, d'après les syndicats. Mais vous savez, ça me choque un peu de savoir que de l'autre côté, les syndicats ne veulent pas souvent parvenir à, je vais dire, ce qu'on appelle un motus vivendi. D'accord? Parce que lorsque les commissions se font, il serait souhaitable et important pour nous, les parents, que les syndicats s'impliquent davantage. Pourquoi toujours attendre? Parce que j'ai comme l'impression
Qu'on attend toujours à la on dernière attend toujours à la minute, à la veille rentrée, de la ça rentrée. devient un peu comme, on va dire, la rentrée des classes devient un goulot d'étranglement. On se dit, bon, là, la rentrée sera là de toutes les façons, qu'ils le veulent ou pas. Nous, on va ramener le cahier de charge, on le repose sur la table, et puis qu'ils le veulent ou pas, allez, si c'est pas bon, les parents d'élèves vont se mettre devant avec leurs enfants. Ça leur fera mal de voir les enfants à la maison. Non. Essayez, Non. au moins de vous dire, bon, il y a 2 salles de classe qui sont là, qu'est-ce qu'on peut faire? Proposer des actions, des éléments concrets, au-delà des états généraux. Chers Monsieur parents, Mvemissa. chers parents, enfin je ne comprends pas. Oui. Bon, peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. L'enseignant est formé pour enseigner dans un environnement déterminé. L'effectif normal, pédagogiquement normal, c'est entre 18 et 35 élèves. Oui. C'est l'effectif pédagogique reconnu. Donc, dans cette manière de faire, on peut pratiquer ce qu'on appelle la pédagogie différencielle. C'est-à-dire s'occuper de chaque élève de manière spécifique, au cas par cas. Mais on ne peut pas aujourd'hui le faire parce que vous avez dans votre classe 150 bonhommes. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas évaluer 150 bonhommes. Vous ne pouvez pas faire 3 évaluations par trimestre. Ce n'est pas possible. Vous faites une évaluation et puis le reste, vous corrigez les cahiers ou bien vous interrogez les élèves au hasard. Bon, donc c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui. On tire la sonnette d'alarme en disant qu'aux parents, l'éducation qu'on donne aux jeunes Gabonais depuis 90 ne correspond pas ne peut pas faire compétition avec les autres petits-enfants dans le monde entier. Parce qu'on ne peut pas compétir avec un Camerounais. On ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas compétir avec un Congolais. On ne peut pas. On peut compétir avec un Béninois. On ne peut pas. N'en parlons plus de Ghanéens. On ne peut pas parce qu'aujourd'hui, l'école publique gabonaise est en train de mourir. Est-ce que vous savez que l'État est laxiste? Pourquoi? Parce qu'il laisse volontairement l'école publique mourir au profit de l'école privée. Parce que ce que vous ne connaissez pas, parents d'élèves, c'est que l'État veut vous imposer de facto l'école privée. Pourquoi? Parce que je suis au regret, monsieur Mvemissa, de vous dire, excusez-moi, si vous me permettez, je vous donne un exemple. Je suis au regret de vous dire, monsieur Mvemissa, Juste une moi en minute, tant que parent d'élève, et moi-même minute. aussi, je vais vous dire, entre griffes, je suis un peu je suis formateur. Oui. D'accord? Oui. Lorsque vous me dites que l'État est en train de vouloir nous forcer à aller mettre nos enfants au privé, oui. mais je suis désolé, le privé n'a pas des enseignants qui sont formés privés. Le privé, ces enseignants qui y sont, c'est vous. Non. Oui, c'est vous les mêmes enseignants. Mais justement, vous, pourquoi? On va se dire que vous vous mettez un peu dans une situation où c'est l'affût du gain, parce que le privé est prompt à vous payer. Messieurs, s'il vous plaît, nous allons revenir sur ce débat. Il y a un téléspectateur qui appelle, s'il vous plaît, monsieur Mugama. Il y a un téléspectateur qui appelle. Monsieur ou madame, bonsoir. Je dis bonsoir. Ma question est la suivante. Des écoles sont en train de disparaître de l'île. Le PKU2 devient un collège, Damas un collège. Et puis au PK8, on demande aux parents d'aller regarder à Médoubé les orientations des élèves. À ce moment, les PK8 et les PKU2 sont en mesure d'avoir une liste et que les parents sachent les orientations des élèves. Mais jusqu'à présent, on envoie les parents aller à Médoubé. Mais c'est regrettable parce que quand on tue l'école primaire pour valoriser le collège, vraiment c'est déplorant. Voilà, à entendre ce téléspectateur, semble-t-il, il se répondre. plaindrait Voilà. peut-être pour ces écoles primaires qui sont transformées en CES. Il se pose la question de savoir comment ça va se passer. Voilà un peu ce qui se passe. Vous voyez, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font parce que c'est une émission sans tabou. Oui. Justement. Alors, que font les enseignants? Les enseignants ont une surcharge. Les enseignants, d'abord, si on voit les conditions le traitement des enseignants, il ne va pas avec le traitement qu'il leur faut. Parce que pour développer un pays, il faut considérer l'homme ou la femme enseignant. Parce qu'aujourd'hui, je prends un pays comme Singapour, je prends un pays comme la Finlande, que je connais le mieux, c'est des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui ont vu leur génie se développer grâce à l'éducation. Bon, donc la Finlande, vous savez, tout le monde peut devenir médecin, tout le monde peut devenir ingénieur, mais tout le monde ne peut pas devenir enseignant. En Finlande, ce sont des premiers, on prend jusqu'à partir du master, de la maîtrise et du doctorat, et les premiers de chaque région deviennent enseignants. Donc, tout le monde, en Finlande, on dit tout le monde peut devenir médecin, tout le monde peut devenir ingénieur, mais tout le monde ne peut pas devenir enseignant. Ça, c'est la devise en Finlande. Donc, or, au Gabon, on dit... Non, au Gabon, on dit ceci. Au Gabon, on dit tout le monde peut devenir enseignant. Parce que quand vous dites un enseignant aujourd'hui, lorsque je sais qu'un enseignant est recruté, il fait 18 mois, 24 mois sans salaire, qu'est-ce qu'il fait? Mais pour survivre, il est obligé d'aller faire des cours
dans les structures privées. Pour survivre. Pour survivre, parce qu'il est quelqu'un qui est recruté. Vous pensez qu'il donne les cours dans les établissements privés pour survivre? Mais évidemment, parce que lorsqu'il reste 18 mois sans être payé par l'État. Mais c'est le cas que nous gérons, chers parents d'élèves. Peut-être que vous ne connaissez pas ça, mais je vous le dis aujourd'hui, un enfant qui sort de l'ENS, un jeune garçon ou un jeune enfant qui sort de l'ENS passe à peu près 18 mois sans être salarié. Vous savez, je disais tout à l'heure qu'à vous entendre et à en entendre d'autres acteurs syndicaux, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. La question de l'éducation est un goulot d'étranglement dans tous les pays du monde. Il suffit de regarder l'actualité, que nous soyons en France ou dans tous les pays. Ces questions-là sont des questions importantes. On se souvient encore qu'il y a quelques années, pas si loin que ça, il y avait encore des ministres de l'Éducation nationale démissionnaires chez nos amis les Gaulois à côté. Donc je pense que cette dynamique discursive qui consiste à présenter le gouvernement comme le mouton noir dans cette volonté ou ce manque de volonté de construire une situation apaisée, je pense quand même, j'ai pas envie, tout en restant respectueux, je pense quand même que c'est de la mauvaise foi. Les enseignants aujourd'hui ne sont pas exempts de tout reproche. Je suis un père de famille, mais il est important aussi, Monsieur Vemessa, que lorsque vous mettez, et là je vous reconnais une certaine objectivité, lorsque vous mettez ces questions sur la table, lorsque vous avez peint le gouvernement, il s'agit aussi de mettre en avant les défaillances du corps enseignant aujourd'hui. Parce que moi, je suis père de famille. Et lorsque je regarde, la question que je me pose, lorsque je regarde les enseignants aujourd'hui qui mettent sur la table des questions légitimes, est-ce qu'eux-mêmes sont des exemples aujourd'hui? Est-ce que le corps enseignant, au-delà de toutes les difficultés qui sont les siennes et qui ne sont pas propres à l'enseignant gabonais ou à l'enseignant du Gabon, que l'on pourrait retrouver dans n'importe quel pays, il y a des grèves dans nos écoles ici, il y a des grèves ailleurs. Il y a des grèves dans nos universités, il y a des grèves dans d'autres universités. Les enseignants veulent de meilleures revalorisations salariales, de meilleures conditions de vie. Eh bien, c'est la même chose partout. Voici les faits. Aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles salles de classe. Aujourd'hui, l'État, apparemment, dans sa communication, nous donne le sentiment à nos parents d'élèves qu'il fait œuvre de bonne foi. En quoi fait? Il y a des mesures qui sont prises. Lesquelles? Vous avez parlé d'une mesure qui a été évoquée. L'école primaire transformée en CES, encore le double flux. Avec ce phénomène de double flux. De ce que moi, parents, j'en ai tiré. De ce que moi, parents, j'en ai tiré. Monsieur Vemessa, ce n'est pas une solution. Je ne dis pas que c'est une solution parce que je me refuse d'être catégorique sur cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'établissements. De salles de classe. Même l'établement. D'établissements. Même d'établements. Les enfants sont assis à même Ce n'est pas un problème, c'est un fait. Il y a des déficits qui sont réels. Avec ou sans, cette année 2016-2017, il y a un grand nombre d'enfants qui entrent dans le système. On en fait quoi? Le gouvernement monte au créneau et nous dit à nous, parents d'élèves, et je pense vous dire à vous, partenaires sociaux, qu'à défaut d'avoir de nouveaux établissements pour absorber ce nouveau flux, voici les mesures provisoires de ce que j'en ai entendu. Je pense qu'on a parlé de mesures provisoires. Voici les mesures provisoires que nous mettons en place pour absorber ce nouveau flux. Voilà. Bon, moi, je pense qu'à partir de ce moment, il y a une volonté catégorique, est-ce que ce n'est pas, faire œuvre de mauvaise foi? Est-ce que ce n'est pas des efforts déjà consentis par le gouvernement gabonais? Est-ce que parce qu'on est syndicaliste, il est difficile pour soi-même, en tant que syndicaliste, de reconnaître qu'en face, ils font des efforts? Je laisse la parole à ma collègue. Oui, Madame Adassou. Merci. J'ai cru entendre ici que nous n'allons pas faire dans l'invective. Oui. Nous parlons de l'école gabonaise et nous voulons le mieux-être éducatif. Nous voulons que nos enfants soient performants. Moi, je pense que lorsque nous parlons de l'école gabonaise, nous ne devons pas faire ce que nous faisons là. Vous êtes comme si vous étiez en train de défendre le gouvernement et que vous vous mettez à vouloir montrer que nous, les enseignants, nous faisons dans la mauvaise foi. On a comme l'impression que le parent gabonais, moi je vais le dire comme ça, veut seulement savoir qu'il a envoyé l'enfant à l'école. C'est tout. L'enfant va le matin, on s'en débarrasse, il revient le soir,
il a passé la journée à l'école terminée. C'est ça l'impression. Parce que moi, je pense que si on avait affaire à cette catégorie de parents qui tient son enfant au bras, il rentre, il se dit, je vais essayer d'aller regarder dans la salle de classe pour voir réellement ce qui se passe là-bas. On n'assisterait pas à ce conflit-là. Effectivement, je vais ajouter à la suite de ma collègue. On n'assistera pas à ce conflit. Lorsqu'on arrive aujourd'hui dans une salle de classe ou en période d'évaluation, là où il faut que chaque élève soit assis pour travailler et ne pas regarder chez l'autre, la pauvre institutrice, elle va être obligée de mettre certains élèves dans le couloir, entre les deux rangées. Tu trouves un petit enfant de 7 ans, 8 ans, comme ça là, courbé, assis à même le sol, en train de crier pour faire son évaluation. Vous, vous êtes parents, vous êtes à la maison ou au travail, vous ne savez pas ce que l'enfant a subi. Mais c'est nous qui assistons à ça. C'est pour cela que nous dénonçons ces choses-là pour que ça s'arrange, pour qu'on trouve des solutions. Voilà. Si vous voyez que chaque rentrée, on revient avec les mêmes problèmes, c'est que rien n'a été résolu. Vous savez, on a dit, excusez-moi, oui, tout à l'heure, il disait, on a parlé qu'on avait suspendu la grève depuis janvier de l'année dernière. Le ministre qui est là, nous avions eu des séances de travail. Cette histoire de table-banc qui refait surface aujourd'hui, on en a parlé. Des promesses ont été faites avec assurance pour dire que voilà, ça va être distribué et tout et tout. Mais aujourd'hui, allez-y voir. Chers invités, nous allons tout de suite prendre un téléspectateur. On fait comment? Oui, monsieur, madame, bonsoir. Une contribution? Bonsoir, madame. Je voulais participer en tant qu'enseignant à l'émission qui est en train de se passer en direct actuellement. Le problème de la fermeture des établissements, de la transformation des établissements primaires aux établissements secondaires, en fait, elle ne résout aucun problème. Parce que les établissements primaires sont déjà en sureffectif. Donc, en fermant certains établissements primaires, tous les élèves qui sont dans ces établissements primaires-là iront où? Point d'interrogation. Moi, étant membre du Sénat, du Sénat, depuis que la grève a été suspendue par le Sénat, il était parce qu'elle avait été suspendue pour l'État, pour leur laisser le temps de construire les établissements. Ça, c'est au niveau de la construction des établissements. Mais nous avons encore, nos carrières sont bloquées. Parce qu'après avoir organisé les examens aux élèves, nous aussi, on devait participer avec un cours. Il y a des gens, les enseignants du primaire qui doivent aller, même les enseignants du secondaire qui doivent repartir à l'ENS qui sont professeurs en temps pour devenir professeur principal et ils veulent devenir conseiller. Ce concours-là a été, la date a été donnée. Alors, à entendre ce téléspectateur, c'est peut-être rapidement essayer de rapidement répondre. Parce que vous, en tant que syndicaliste, M. Vemessa, quelle solution vous pensez apporter face à cette situation? Donc, je voudrais dire aux parents d'élèves que vous nous représentez certaines choses. Vous savez, l'exception devient la règle. Vous voyez, vous vous rappelez qu'il y avait une école primaire qui s'appelle l'école de l'OPT à Québec? Oui, elle est devenue l'école publique de l'OPT. NCS. Vous connaissez l'école primaire du centre? Oui. C'est devenu NCS depuis l'année passée. L'école publique de Batavia est devenue NCS l'année passée. L'école publique d'Akébé est devenue en face, devenue NCS. Donc aujourd'hui, c'est 3 autres établissements primaires qui deviennent NCS. Donc l'exception devient la règle. Ce qui va dire qu'in fine, on va se retrouver sans établissement primaire en fin de course. Donc nous nous demandons, madame, vous voyez, devant cette présentation de la situation, vous voyez que lorsqu'on va chaque année prendre un établissement privé, mais public ou primaire, mais c'est des enfants qui doivent rentrer au primaire. Les enfants qui reviennent de la maison, ils sont beaucoup nombreux que ceux qui accèdent en 6e. Ils sont beaucoup nombreux, qui atteignent 6 ans, 5 ans aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on va les caser? Personne ne pose la question.
Mais le souci, c'est de voir ceux qui est de la 5e année pour aller en 6e. C'est de cela dont on parle. Mais on oublie ceux qui viennent de la maison pour venir pour la première fois à l'école. Donc, voyez, donc, nous prions les parents d'élèves. Ne trouvons pas ce que nous faisons comme étant mauvais. Nous attirons l'attention des parents d'élèves pour dire nos enfants, vos enfants apprennent dans de bonnes conditions. Ils sont assis à même le sol. Donc, nous voulons cette démarche, justement, nous, en tant que parents. Donc, lorsque vous dites qu'on choisit la période, mais c'est normal, c'est fait à dessein. Parce qu'on ne peut pas faire la grève pendant les vacances. Ce n'est pas stratégique. Nous attendons soit la fin de l'année, soit le démarrage de l'année scolaire pour nous, gouvernement. Soit le besoin de l'année. Voilà, donc on s'est entendu l'année passée, pendant 9 mois. Ouais, vous ne voyez pas ça, on a accordé le 30 janvier, on suspend la grève. On dit au gouvernement, trouvez les tables bancs. Ils ont dit oui, on va trouver. À la rentrée, vous aurez table banc. Ça, le ministre a certifié. Bon, le ministre a dit aux enseignants, ne vous en faites pas, vous aurez votre concours. Le jour où le concours devait se dérouler, comme a dit le collègue, parce qu'aujourd'hui, nous avons un déficit en enseignants. Donc, les enseignants du premier degré vont à l'ENS pour devenir professeurs de collège, pour essayer de résorber le déficit. Bon, donc c'était un plan de carrière qui est tracé pour eux, le concours n'a pas été organisé. Les enseignants de collège, qui sont au secondaire, qui sont professeurs de collège, professeurs adjoints de collège, qui sont en exercice, doivent aller à l'ENS pour avoir le CAPES, pour améliorer leur performance. Donc, ça n'a pas été organisé. Donc, ça veut dire qu'on bloque volontairement l'évolution pédagogique ou bien l'évolution administrative de l'agence. Qu'est-ce que ça veut dire volontairement? Qu'il n'y a pas eu de raison? Il n'y a pas eu le concours. On ne sait pas, à un jour du concours, messieurs, à un jour du concours, on vous dit, on vous fait venir de l'intérieur du pays, de Franceville, d'Oyem, de Koulamoutou, venir faire ça. On vous dit, non, le concours aura plus lieu demain et repasser, il aura lieu à la rentrée. À la rentrée, on est au mois d'octobre, le concours n'est pas organisé. Il n'y a même pas de l'argent dans le concours. Donc, ce sont des petits problèmes-là. Voilà, donc ce sont des petits problèmes-là que nous voulons soumettre aux parents d'élèves. Nous voulons qu'il y ait une certaine régularité des réunions entre les parents d'élèves et les parents d'élèves pour que nous puissions communiquer nos difficultés, pour que vous veniez vivre la difficulté dans laquelle nous sommes. Si vous me permettez, vous savez, j'aurais souhaité que l'on nous invitât ici un représentant du ministère des tutelles. Ils sont passés hier tout tranquilles. Bon, bref. Moi, en tant que parent d'élève, je le répète encore et je le réitère, je me sens un peu offusqué. Offusqué pourquoi? Parce que je suis mal placé pour jeter l'anathème sur le gouvernement ou sur les syndicats, dès lors que vous discutez en tant que partenaire. D'accord? La seule chose, voilà, j'ai un rôle en tant que parent d'élève, celui de facilitateur, en tant que parent d'élève. D'accord? Ce que moi je fais en tant que parent d'élève, ce que nous faisons, c'est souvent essayer d'appeler le gouvernement, le ministère des tutelles, à prendre en compte les revendications qui sont posées par nos frères syndicalistes. C'est la même chose. Veuillez m'excuser, 3 appels justement des téléspectateurs qui s'intéressent également au débat et qui veulent y participer. Nous les écoutons à tour de rôle, s'il vous plaît. En fait, je voudrais par rapport à l'intervention des parents d'élèves et de la demande de civile. Comprenons que l'école, tous autant que nous sommes parents d'élèves, et l'école portant tous nos enfants. Alors, le préalable posé par les syndicats sont, moi je dis, fondés. Parce que le gouvernement a 3 mois pour réfléchir avant de réagir. Et les 3 mois, que font-ils pendant ces 3 mois? Ils ne font rien du tout. Ils font construire des stades pour d'autres choses, au lieu de construire des établissements qui pourront recevoir nos enfants. Moi, je suis parent d'élèves. Je suis parent d'élèves. Alors, moi, je suis par ce que vise le membre de la société civile, le parent d'élèves qui est là. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Par rapport à l'émission que je suis en train de suivre, par rapport aux intervenants, notamment le parent d'élèves et l'homme de la société civile, je pense que la rentrée scolaire dans un pays, c'est l'État qui met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Quand on dit que les enfants sont mal orientés, il y a des cas patents, ça se voit, ça se vit, ça se voit sur le terrain. Je ne pense pas que ce sont des enseignants qui orientent. Quand on va à une nouvelle rentrée scolaire, les vacations ne sont pas payées. Je ne pense pas que c'est le ressort des enseignants. La PIP est payée à tous les agents de l'État. On fait abstraction volontairement aux enseignants. Mais quand on est dans ce processus, les enseignants n'ont que le moment de la rentrée pour revendiquer ce qui leur revient de droit.
Donc c'est normal ce qu'on constate. Si l'État fait sa part, les enseignants feront leur part. Voilà, c'était ça ma contribution. Le dernier, monsieur, bonsoir. Ou madame. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, j'ai juste un constat, une remarque à faire. Parce que quand j'entends les enseignants, là, s'il vous plaît, ils sont plus éloquents à discuter des problèmes syndicaux qu'à enseigner eux-mêmes. Certains sont devenus plus syndicalistes qu'enseignants. Monsieur Mvé, là, il est depuis bientôt plus de 10 ans avec Omar Bongo, le président Omar Bongo, ils ont même l'embonpoint. Ce n'est pas des gens qui sont malheureux. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'apportent jamais de solutions. Il n'y a que le gouvernement qui doit apporter les solutions. Eux-mêmes, ils ont appris dans quelles conditions. Merci. Merci, monsieur. Vous avez entendu les trois contributions. C'est peut-être réagir aussi. Oui. Vous, en tant que syndicaliste, comme a dit le dernier, vous êtes un agent de l'État, monsieur. Père de famille également. Je suis père de famille, je suis inspecteur pédagogique, j'enseigne à l'école normale des instituteurs de Libreville. Donc, je ne suis pas chômeur, je ne reste pas à la maison, je fais tous les jours à mon boulot. J'enseigne les enseignants qui viennent enseigner les élèves. Donc, je fais ce travail depuis longtemps. Et il en a de même pour ma collègue d'à côté. Donc, notre travail ne consiste pas à pratiquer du syndicalisme. Nous sommes dans les salles de classe et nous essayons de ramener les informations de la salle de classe vers nos autorités. Bon, j'ai de l'embonpoint, évidemment, qu'un enseignant doit être en forme pour bien travailler, pour bien enseigner. Parce que si le parent veut que l'enseignant soit maigrelé, soit maigre, meurt de faim, il ne pourra plus bien enseigner vos enfants. Apparemment, ce qui n'est pas votre cas. Si. Parce qu'il dit qu'on a de l'embonpoint. Ça veut dire qu'il a une idée là. Ça veut dire qu'on vit grâce au bénéfice de la partie syndicale. Non. Excusez-moi, monsieur Je pense que les syndicats, on ne fait pas dans l'exagération. On pose des problèmes tels qu'ils se posent. Mais il revient à notre partenaire, qu'est le gouvernement, de faire sa part des choses. Parce que l'enseignant est formé pour enseigner. Mais on nous dit, lorsqu'on sort de l'école, vous devez avoir en face de vous 30 élèves. Mais lorsqu'on arrive à Emmanuel Yégué, on a 150 élèves. C'est pas nouveau. Fois 3 salles de classe ou 5 salles de classe. Non, mais on ne doit plus continuer. Vous voyez, le Gabon veut être un pays émergent. Et le Gabon ne pourra jamais, ça je mets quiconque au défi, le Gabon ne pourra jamais un pays émergent si l'éducation n'est pas prise en considération. Monsieur Vémessa, on vient d'écouter 3 téléspectateurs qui se sont intéressés par ce débat et ces téléspectateurs sont certainement des parents. Je pense qu'ils l'ont décliné. Les parents d'élèves. C'est les parents d'élèves. Ils l'ont pris. Et je retiens de ces interventions une sorte de confusion dans l'esprit des parents, de ces parents-là. Et dans le mien également. C'est exactement cela. Qu'est-ce que c'est que le syndicalisme? Qui est syndicat? Qui ne l'est pas? Qui fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les revendications à la télévision, parce que c'est grâce à la télévision que nous apprécions vos actions sur le terrain. Lorsque nous regardons la télévision, nous nous posons des questions. Lorsque les acteurs que nous avons sous l'acception ou sous l'angle syndicaliste, lorsqu'il s'agit d'une préoccupation sociale, sont les mêmes acteurs que l'on retrouve sur le terrain politique. Oui. Du coup, nous, les parents, on est perdus. Lorsqu'on arrive à la rentrée et qu'on retrouve les mêmes acteurs encore sur le terrain, on se dit, bon, ils sont là pour le syndicalisme, ou est-ce que ce sont les frustrations politiques qui s'expriment à travers le syndicalisme? Du coup, comprenez aussi que nous, les parents, nous soyons confus. Et j'aimerais vous inviter à nous éclairer sur ces questions-là. Je reviens pour dire qu'il ne s'agit pas d'enfoncer des portes ouvertes. Vous avez raison, M. Vémessa. Et pardonnez-moi, madame, de vous avoir donné l'impression que j'entrais dans l'invective. Si c'est cela, vraiment, je m'en excuse. Hein. Loin de cela. Simplement, moi, je prends la posture du parent qui observe la rentrée des classes chaque année. Moi, j'ai une fille en terminale. Dans l'intervalle, j'ai une fille en terminale et une au pré-primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, M. Ndiengui, si vous pouvez aller vite, parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Je dis, voici les faits. Les faits, c'est qu'il y a une table de négociation qui est ouverte entre les différents partenaires que sont le ministère de l'Éducation nationale et vous, les acteurs sociaux, les syndicats. Ce que nous, les parents, on attend aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment qu'il y a la volonté de part et d'autre, au-delà de toutes les divergences, d'aller vers un objectif commun, qui est celui de voir une rentrée, le 31, une rentrée apaisée, générale, sur l'ensemble du territoire, pour nos enfants. Mais
pendant que cette rentrée se fait, les plateaux de discussion continuent, que M. Vemessa continue de faire le pied de grue devant le ministère de l'Éducation nationale, que le ministère de l'Éducation nationale continue d'être sous pression pour justement apporter de l'eau à son moulin, c'est là votre pour mot de apporter fin. des solutions. C'est là votre mot de fin, s'il vous plaît. Et c'est vers cela que nous allons. Alors, malheureusement, l'heure est arrivée justement de mettre fin à cette émission, sans nul doute, comme cette semaine, et justement axée sur les problèmes de l'éducation nationale, notamment sur cette rentrée scolaire 2016-2017. Alors, nous vous inviterons à nouveau pour discuter, regarder ensemble quelles solutions peut-être pour l'école gabonaise ou encore quelles solutions pour apporter le succès pour cette rentrée scolaire 2016-2017 parents, mais également syndicalistes. Voilà, c'est la fin de cette émission, mais je vous retrouve demain, toujours pour l'émission C'est sans tabou, toujours avec le ministère de l'Éducation nationale. Au revoir et bonne soirée à tous.